toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle table ronde autour des thématiques quels nouveaux matériaux pour demain. Outre les classiques carton, plastique, verre, bois ou encore métal qui sont très bien représentés sur ce salon, d'autres voient régulièrement le jour avec plus ou moins de réussite. L'idée de cette table ronde sera donc de faire un tour d'horizon sur cette nouvelle alternative et de comprendre leur positionnement dans le paysage de l'emballage, d'analyser leur viabilité à la fois économique et industrielle. Pour en discuter aujourd'hui avec nous, trois experts ont accepté notre invitation. Julien Bras, vous êtes enseignant à Grenoble INP Pagora et chercheur au laboratoire génie des procédés papetiers. Et vous avez récemment une nouvelle casquette, celle de titulaire de la nouvelle chaire Cellulose Vallée, portée par la fondation Grenoble INP. Philippe Michon, vous avez fondé en 2016 Eranova avec votre associé Philippe Lavoisier et vous êtes désormais directeur général de Eranova. Et la société valorise des algues échouées sur l'étang de Berre, une biomasse que vous définissez de troisième génération, vous allez nous expliquer pourquoi, et dont vous extrayez un matériau biosourcé et recyclable. Rémi Laurent, vous êtes gérant de la société Embellium et vous vous définissez comme un cultivateur de matériaux. Vous nous expliquerez en quoi consiste ce fameux matériau. Je vais déjà vous parler globalement, de faire un petit point économique sur quelques chiffres. Donc, le secteur de l'emballage en France aujourd'hui devrait connaître une croissance d'environ 2% par an en moyenne d'ici 2025. Et il représente en 2021 en France un marché de 20 milliards d'euros. Le marché mondial des emballages en bioplastique connaît une croissance de 15,2% entre 2021 et 2026 selon une projection de Modor Intelligence. Et selon l'Association européenne bioplastique, la capacité de la production mondiale en bioplastique devrait passer de 2,1 milliards de tonnes en 2020 à 2,7 milliards de tonnes en 2025. C'est une projection. Bien évidemment, les nouveaux matériaux ne se limitent pas à uniquement les bioplastiques, mais c'est uniquement un des matériaux où on a quelques chiffres sur le marché. Donc, on voit également plusieurs lancements sur le secteur des cosmétiques, des vins spiritueux, qui ont récemment revendiqué une intégration de matériaux biosourcés. Donc, dans le secteur de la beauté du luxe, nous avons Chanel récemment qui a travaillé avec Sulapac pour intégrer dans les capots de ses pots de sa nouvelle gamme numéro 1, 90% de matériaux biosourcés. Issus de ressources renouvelables, des copeaux de bois certifiés en SFC, coproduits de filières industrielles associés à des coques de graines de camélia recyclées. Le camélia étant le fil conducteur de leur gamme, c'est l'actif clé. L'idée, c'était de valoriser le camélia de A à Z. Nous avons également eu en début d'année Lidl Suisse qui a donc annoncé de travailler avec l'EMPA sur un emballage comestible en cellulose issu de résidus organiques pour protéger et conditionner les fruits et légumes. Autre matériau à faire parler de lui, le PEF, le polyéthylène furanoate, qui est 100% biosourcé et recyclable dans le flux du PET. Il a déjà séduit le groupe LVMH et donc une nouvelle usine devrait voir le jour en 2023 aux Pays-Bas. La marque A de Fusigny a également lancé une bouteille assez intéressante en début d'année avec la Green Gen Bottle, qui est une bouteille en lin tressée et en résine biosourcée, entièrement fabriquée à Toulouse par une start-up. Shellworks en Angleterre vient de lever 6,2 millions de dollars pour accompagner la production de son matériau Vivomer, qui est issu d'un procédé de fermentation par micro-organismes. Et le bioplastique est totalement compostable et intègre déjà une gamme de cosmétiques britanniques Eccles. Et enfin, nous avons vu donc, il y a quelques mois le lancement de Ruinart, qui, donc avec l'étui Seconde Beau, propose une solution cellulose moulée, qui est vraiment une solution qui aujourd'hui explose dans le secteur des biomatériaux et qui a été repris récemment par La Vie est belle de Lancôme pour une édition limitée et qui a reçu un Oscar dans l'emballage par nos confrères de la rédaction Emballage Magazine et d'ailleurs qui est exposé sur le salon. Donc la cellulose aujourd'hui, Monsieur Bras, est vraiment le matériau le plus familier qu'on connaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle chaire, la Cellulose Vallée, qui a été lancée? Oui, avec plaisir. Peut-être il faut me passer la... Merci. Donc cette chaire Cellulose Vallée est basée à Grenoble et elle s'appuie sur le soutien de 8 industriels
à la fois des industriels de la cellulose, des fabricants de solutions cellulosiques, des transformateurs dans le domaine de l'emballage, des end-users et l'éco-organisme Citeo pour toute l'analyse circulaire de nos solutions. Vous l'avez dit, la cellulose est peut-être le matériau le plus connu et on peut se demander pourquoi aujourd'hui je suis là à la table ronde. C'est parce qu'il y a eu une grande évolution ces 10-15 dernières années dans la cellulose avec des nouvelles solutions pour la transformer, pour la microfibriller, pour obtenir des nouvelles propriétés. Donc la chaire va essayer justement d'utiliser tous les avantages de la cellulose. C'est le seul matériau qui est à la fois biosourcé, biodégradable, mais aussi recyclable dans une filière existante. Donc utiliser ces trois grandes propriétés et essayer de lui apporter la performance technique nécessaire pour remplacer les emballages, par exemple, les emballages en plastique par rapport à la directive SUP. Donc par exemple, on va travailler scientifiquement sur cette cellulose, on va essayer d'utiliser une partie que l'on appelle les microfibrilles de cellulose, qui sont barrières aux graisses, qui restent recyclables, que l'on peut déposer selon diverses techniques. On va essayer de la transformer aussi, de la mettre en forme 3D. C'est un des défauts si on la compare au plastique. Donc essayer de proposer des nouveaux procédés, des nouvelles matières cellulosiques pour aller dans cette direction. On va bien sûr vouloir apporter des propriétés barrières, donc la fonctionnaliser pour avoir des barrières à la vapeur d'eau, à l'oxygène. On collabore avec des startups, notamment apporteuses de solutions comme la startup Silcoa, pour proposer des barrières à la vapeur d'eau et à l'oxygène, tout en gardant toujours ces bénéfices de la cellulose qui sont cette recyclabilité et ce côté biodégradable et biosourcé. Et juste pour vous montrer quelques exemples, pour vous dire que la cellulose, elle a beaucoup évolué. Maintenant, on peut faire des films du moins on appelle ça des nanopapiers, qui sont transparents et recyclables dans la filière papier. Ce ne sont pas des films de cellophane, hein, ce sont des nanopapiers. On peut obtenir des gels qui vont nous permettre d'être bien déposés. On peut utiliser différentes techniques, les techniques d'impression, les techniques de spray. On va pouvoir faire des objets 3D, on se rapproche aussi des techniques d'injection du plastique avec la cellulose. On obtient un peu toutes les formes, on s'intéresse aux bouchons, etc. Et dans la chaire, en fait, c'est une chaire qui a commencé juste cette année, elle est partie jusqu'en 2026, et on va essayer d'avoir 2 temps. Le temps de l'innovation de rupture avec 3 thèses, 3 postdocs qui vont vraiment travailler à proposer des solutions complètement innovantes, et le temps des preuves de concept. C'est-à-dire tous les ans, on va avoir 8 jeunes masters qui vont travailler sur des preuves de concept en lien avec les partenaires industriels et avec les attentes sociétales. Et là, je montrais juste un exemple des 5 premiers qui s'étaient interrogés, par exemple, comment remplacer l'emballage gruyère râpé, qui est transparent, barrière aux graisses, qui doit être scellable, et comment le remplacer avec de la cellulose biosourcée, biodégradable et recyclable. Donc comment apporter toutes ces propriétés. Voilà un exemple de ce que l'on a essayé de faire dans la chaire. Vous avez cité dans votre première slide des partenaires industriels. Quels sont les rôles? Comment ils s'impliquent dans cette chaire? Donc on a 8 partenaires, c'est eux qui ont fondé cette chaire, qui sponsorisent cette chaire, qui nous permettent de faire toute la recherche. Et moi je suis en lien permanent avec eux pour comprendre leurs attentes et essayer aussi de bénéficier de leur expertise pour pouvoir apporter les solutions les plus adaptées aux besoins de ces entreprises. Donc on a eu aussi beaucoup de discussions avec presque une quinzaine d'autres entreprises qui voulaient joindre la chaire. On a préféré rester avec ce consortium de 8. On travaille avec des apporteurs de solutions, comme des startups qui peuvent travailler sur des alginates ou sur de nouveaux polymères, par exemple. On essaye d'avoir ce lien avec les nouvelles solutions de l'industrie, mais voilà, on a ce consortium, cette chaîne de valeur, et on discute régulièrement, on partage les résultats, et on essaye de diffuser aussi le savoir qu'il y a. Par exemple, on a
dans 2 semaines un webinaire vraiment sur la science de la cellulose qui sera ouvert à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Rémi Laurent, vous exposez sur la zone zéro impact de ce salon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nouveau matériau que vous présentez ici? Oui, merci. Donc, je vais vous présenter en Bellium l'emballage cultivé. Donc là, vous allez découvrir un processus finalement relativement simple pour créer des emballages à partir de végétaux. Alors ça s'appelle Embellium l'emballage cultivé. Ce n'est pas un effet de manche marketing. C'est parce que le processus qui est mis en œuvre pour créer ces emballages, c'est bien un processus de culture de végétaux. Donc là, je vous montre quelques exemples et je vais vous expliquer simplement le principe. Donc le principe consiste à partir de coproduits agricoles, donc qui sont des déchets de l'agriculture. Il ne s'agit pas d'échanger de la déforestation pour supprimer le pétrole. C'est plutôt une valorisation de produits existants. Et donc ces coproduits agricoles sont ensemencés avec du mycélium, qui est la racine du champignon. Donc le mélange est préparé. Et de l'autre côté, on a travaillé avec le client pour définir des formes. Coffret pour spiritueux, coffret pour vin, boîte, calage industriel ou coffret pour la cosmétique. On crée des emballages, on crée des outillages que l'on vient remplir avec le mélange. Et en quelques jours, la matière crée son propre biotope pour permettre au mycélium de se développer, de venir coloniser les fibres et donc de créer le liant entre ces fibres, la colle en quelque sorte. Et c'est pourquoi on appelle ça un emballage cultivé, c'est-à-dire que c'est vraiment sur cette étape un processus complètement naturel, sans énergie. À l'issue des 4 jours, quand le réseau a parfaitement colonisé les fibres, eh bien, on démoule les pièces et on les déshydrate. C'est le seul moment où il y a une consommation d'énergie. Alors qui est une consommation d'énergie limitée puisque c'est une déshydratation basse température, mais enfin c'est quand même une étape avec de l'énergie. On lave les outillages et on recommence. Donc moi je suis arrivé dans ce projet et dans ce matériau il y a 3 ans parce que je cherchais une matière pour isoler mes ruches qui soit sans plastifiant, sans composés chimiques. À l'époque, je ne cherchais pas forcément une matière qui soit naturellement compostable, ce qui est le cas ici. Je cherchais une matière surtout sans risque de transfert de plastifiants ou de solvants. Et c'est comme ça que j'ai découvert finalement ce processus qui est un processus complètement dérivé de la nature, puisque c'est celui que vous observez dans la nature, dans la décomposition des végétaux, lorsque les mycéliums viennent digérer finalement les feuilles ou autres éléments. Et donc ce qui est intéressant dans cette solution, outre son aspect végétal, c'est son aspect sociétal, donc qui est une valorisation de coproduits, et c'est le fait que naturellement, puisque vous l'avez compris, il n'y a pas d'intervention, d'additif ou quoi que ce soit, on obtient un produit qui est résistant au choc, à la compression, donc qui fait déjà le métier pour ce qu'on attend d'un emballage, donc la protection. C'est aussi une matière qui est naturellement ininflammable, ce qui n'est pas forcément essentiel toujours dans l'emballage, mais ça permet de la décorer avec du laser, par exemple, et donc d'aller poser son logo sur la pièce sans utiliser d'encre, donc d'être vraiment dans une démarche complètement naturelle. Et voilà, et in fine, c'est une matière qui se composte naturellement, 12 semaines dans un tas de compost et elle retourne à la terre. Merci beaucoup. Philippe Michon, votre dada, ce sont les algues. Alors expliquez-nous expliquez-nous d'où vient l'idée de d'Era Nova et ce que vous faites. Bonjour. L'idée d'Era Nova, en fait, ça a été de travailler sur une solution décarbonée, donc alternative au plastique d'origine fossile, en utilisant une solution végétale, mais qui ne soit pas une solution végétale en concurrence avec l'alimentaire. Et c'est donc utiliser un polluant
qui sont donc les algues vertes, l'ulva rigida, les macroalgues. On parle des macroalgues qu'on trouve en Bretagne. Il se trouve qu'on est, nous, installés à côté de Marseille. Mais en fait, on utilise ces fameuses algues qui sont aujourd'hui issues de la pollution, des nitrates, des phosphates, et qui se retrouvent en mer, qui, échouées sur les plages, fermentent, créent du sulfure d'hydrogène et sont des polluants. Aujourd'hui, il y a très peu de valorisation sur ces algues. En Bretagne, on fait un petit peu de compost, mais en incinération, c'est 95% d'eau, donc la valeur énergétique est très limitée. Et au niveau incinération, au niveau incinération, et puis au niveau compostage, le fait que ça soit très salé pose aussi de nombreux problèmes. Donc elles finissent en décharge ou en mode anaérobie sans oxygène, elles créent du méthane. Donc en fait, elles sont polluantes à de nombreux titres. Et donc nous, en fait, on a choisi d'utiliser cette ressource. On est basé, donc, comme je vous disais, juste derrière Marseille. On est autour de l'étang de Berre, où il y a aussi de la pollution algale. Donc on va travailler avec les collectivités locales. Il faut savoir que les collectivités locales doivent éliminer ces algues dans les 48 à 72 heures, sous peine justement de créer ces gaz toxiques. Donc on travaille avec ces municipalités qui nous amènent les algues. On va les mettre dans des bassins. On va aussi faire la culture de ces algues. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se baser uniquement sur le fait que la mer va être polluée pendant les 10 ou 20 prochaines années, même s'il y a quand même de fortes probabilités pour qu'elle le soit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'algues qui sont présentes sur les plages. C'est lié effectivement à la pollution. C'est lié aussi aux températures qui augmentent, au réchauffement climatique. Et donc, c'est une ressource qui, pour nous a paru être une solution intéressante. On parle donc aujourd'hui de solutions de troisième génération. Donc, c'est la biomasse de troisième génération. La première génération, c'est celle qu'on connaît depuis 15-20 ans. C'est celle qui utilise les maïs, les blés, le soja, donc ressources agricoles, ressources végétales, terres agricoles. La deuxième génération, ce sont les déchets de l'agriculture, mais qui sont toujours en fait issus de cultures qui étaient elles-mêmes terrestres. Et aujourd'hui, on est sur la troisième génération, c'est-à-dire les générations type les PHA, qui sont issues des bactéries, ou éventuellement les ressources de la mer. On n'utilise pas, nous, de terres agricoles, puisqu'en fait, on est sur des zones de friches industrielles, de réhabilitation de friches industrielles. Donc notre programme a démarré en 2016. On a été soutenu par l'ADEME. On est programme d'investissement d'avenir de l'ADEME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a présenté notre dossier au niveau de l'ADEME, qui nous a donné un certain nombre de milestones, un certain nombre de barrières à franchir, qui sont des barrières d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit votre projet paraît intéressant, mais on connaît bien aujourd'hui que la problématique des biomatériaux, c'est l'analyse cycle de vie. On voit bien que les produits pétroliers plastiques traditionnels sont aujourd'hui quasiment toujours devant tous les produits biosourcés. Donc c'est de travailler sur une ressource qui soit capable d'être meilleure que le plastique PE fossile. Deuxièmement, un produit qui puisse être transformable sur les outils classiques, puisqu'on sait bien que les industriels aujourd'hui, ils ont déjà fait des investissements pour travailler sur certains biomatériaux, et aujourd'hui ils sont très réticents à modifier leur outil industriel. Et donc il faut assurer une continuité de la production sans nécessiter des transformations majeures. Après, bien évidemment, il y a le coût. C'est magique de trouver un produit magique, mais s'il est invendable et qu'il reste sur une paillasse, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a dû travailler sur le coût. Et puis tous ces éléments-là, donc, ils nous ont suivis depuis 2016 jusqu'à l'inauguration de notre usine qui s'est faite en 2022. Et donc là, on a créé notre premier outil industriel qu'on a inauguré en mars 2022. Donc le process, il est décrit sur les slides que vous voyez là. Donc on récupère les algues qui sont échouées, on les met dans des bassins. Aujourd'hui, on a une usine qui est sur 1,3 hectare. C'est des bassins de 300 mètres carrés. Là, on est en phase de scale-up, donc de passage à l'échelle, où on va s'étendre sur une zone de 100 hectares. On est candidat première usine France 2030. On espère avoir des informations positives dans pas longtemps sur le financement. On est soutenu par la Banque européenne d'investissement. C'est un projet global qui est aux alentours de 60 millions d'euros. On en a déjà levé 6 pour le pilote. La Banque européenne nous soutient à hauteur de 30 millions. Et puis, on a aujourd'hui des investisseurs privés qui nous suivent sur le scale-up.
Donc je reviens sur le process. Donc on a ces algues, une algue aujourd'hui, une algue à l'état naturel à peu près 10-12% d'amidon. Donc on va stresser cette algue, c'est-à-dire qu'on va la priver de nutriments, on va modifier son bêta-molisme, elle va s'enrichir en amidon, on va monter jusqu'à 40-45% de taux d'amidon. On va les blanchir. Donc le process d'enrichissement, c'est un process breveté. Le process de blanchiment, on n'utilise pas de Javel, ça serait un peu trop facile. Et donc on utilise un autre process qui est biologique. Alors j'aime pas trop le mot, mais effectivement, on n'utilise pas de solvants ou de produits chimiques. C'est un blanchissement à froid. Donc ça nous permet d'avoir un produit qui va être sans odeur et sans couleur. C'est ce que vous voyez. Donc on a des algues qui sont blanches. De là, on va extraire l'amidon. Là, l'extraction d'amidon, c'est connu. L'industrie de la féculerie, c'est extraire l'amidon. Donc on va d'un côté extraire l'amidon, de l'autre côté les fibres. On a en gros 35-40% d'amidon dans l'algue. Et puis on va avoir 60% de taux de fibres. Avec ces fibres, on va pouvoir éventuellement travailler les composites. Et puis sur les amidons, on va les plastifier. Et on va les componder avec des PE ou des PP. Donc on va avoir une matière qui va être, lorsqu'elle va sortir de notre compondeuse, à 60% biosourcée, base algue, 40% de PE ou de PP. Et ensuite, on va envoyer ça chez les transformateurs classiques qui vont ensuite, aujourd'hui, le diluer pour arriver à un produit qui va avoir une teneur en biosourcé finale de 25 à 30% pour pouvoir être compatible avec les filières de recyclage PE ou PP traditionnelles. Au niveau du bilan environnemental, on joue sur plein de tableaux. Le premier tableau, c'est qu'on élimine un polluant. Donc déjà, on élimine un impact environnemental, un impact environnemental puissant sur l'environnement, donc création du méthane, sulfure d'hydrogène, y compris un impact sur la santé humaine, puisqu'il y a eu aussi des catastrophes liées aux algues. Deuxièmement, lorsqu'on amène ces algues en bassin, elles se reproduisent. L'avantage de l'algue, et c'est aussi son inconvénient, c'est qu'elle se reproduit à une vitesse fulgurante. On a des taux et des rendements de tonnes à l'hectare qui sont aux alentours de 800 tonnes hectare. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, je parlais avec les cultures de pommes de terre, ils sont à 50-60 tonnes hectare. Donc on est sur des rentabilités qui sont à l'hectare 15-20 fois plus que les cultures terrestres. En même temps que ces algues grandissent, photosynthèse, elles captent du CO2. La documentation aujourd'hui, sur 1 kg d'algues sèches capte 1 kg de CO2. C'est à peu près 7 à 8 fois plus qu'une forêt. Donc c'est un fort capteur de CO2. En plus, nos bassins sont reliés avec la mer. Donc on est alimenté avec des eaux polluées en nitrate et en phosphate. Et les algues ont un pouvoir de biorémédiation très puissant. Et donc on va en même temps purifier l'eau. Donc on coche beaucoup de cases qui nous permettent donc d'avoir un produit qui a un réel impact environnemental tout en contribuant à décarboner le plastique d'origine fossile. Voilà, ça c'est à peu près le bilan. Alors les analyses cycle de vie, tout le monde en parle et tout le monde leur fait dire un peu tout ce qu'on veut. Mais globalement, nous, nos ACV ont été faits dans le cadre de l'ADEME par une société externe qui s'appelle Innovertis, où on a travaillé à la fois sur les impacts évités, donc ce que je disais, c'est-à-dire l'utilisation et la récolte des algues, et puis aussi, bien sûr, sur la transformation et sur la comparaison d'unités fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on a extrudé différents types de matériaux et on a comparé avec leur homologue fossile vierge. Quoi vous dire d'autre? Voilà, ça c'est la photo de notre usine. Donc on l'a démarrée en 2020. Elle a été construite en une année. On l'a inaugurée en mars 2022. Elle comporte 9 bassins, des bassins de lagunage, une unité de compounding. Et comme je vous disais, notre objectif, donc on a été soutenu par la BPI, par Total Développement Régional, qui s'appelle maintenant Total Énergie, pour la revitalisation du territoire. Parce que notre objectif, encore une fois, ça a été de nous mettre sur une zone de revitalisation. On est sur des friches industrielles de l'étang de Berre, au milieu des containers. Donc, ce n'est pas très sexy, mais on participe à quelque chose de positif. Que ce soit vous, Monsieur Laurent, Monsieur Michon, où est-ce que vous en êtes au niveau de la capacité de production? C'est souvent une question qui revient pour les biomatériaux. On reste sur des petits tonnages.
Voilà, aujourd'hui, combien vous seriez possible de répondre à quel type de demande en termes de tonnage et de volume, et quel est peut-être votre montant en puissance à venir sur ce nouvel outil, pardon. Alors aujourd'hui, on est capable de sortir des produits finis. Aujourd'hui, on est en train de refaire tous les polybags de l'enseigne du slip français. On rentre en premier trimestre chez Intermarché, Casino, j'en oublie un autre, Carrefour, au niveau des sacs poubelles, où on va mélanger justement notre compound avec du produit recyclé. Aujourd'hui, on est capable de sortir à peu près 400 tonnes de matériaux qu'on a tout vendu d'ailleurs. C'est pas très français ce que j'ai dit. On est capable de sortir à peu près 400 tonnes de compound à 60%. Ça veut dire en gros 800 tonnes de PE à 30%. Donc notre objectif, et c'est pour ça qu'on fait du scale-up, c'est de passer à 20 000 tonnes. Et la seule façon pour nous de passer à 20 000 tonnes, c'est en fait d'étendre la surface des bassins. Puisqu'en fait, on va faire à la fois de la culture et de la collecte. Et ces bassins, là, on est sur des bassins qui font 300 mètres carrés. On va passer sur des bassins de 3000 mètres carrés. On a identifié le terrain. On est sur une zone des anciens salins, des terres absolument incultes et saturées en sel, qui vont très bien nous aller pour revitaliser ce territoire-là. Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de packaging qui ont déjà été réalisés? Oui, absolument. Alors, bon, l'emballage cultivé à partir de fibres végétales, on n'est pas du tout sur la même échelle. Ce n'est pas un produit qui a vocation à adresser le marché des produits de commodité. Donc aujourd'hui, les quantités, ce sont quelques milliers de pièces qui sont cultivées. L'étape actuelle, en fait, c'est d'avoir des clients à la fois dans l'industrie, pour des gens qui veulent remplacer des cales polystyrène par ce type de matériaux, parce que le carton n'a pas répondu aux attentes, ou que des solutions plus capacitaires comme la cellulose moulée ne sont pas accessibles par rapport au volume. Donc c'est une solution qui vient se placer entre les deux. Et donc là, on répond avec des milliers de pièces. Et dans la cosmétique, c'est le même exemple, où là, la matière, pour ceux qui viendront jusqu'au stand pour la toucher et la voir, ce n'est pas une matière synthétique en végétal, c'est une matière végétale avec sa propre personnalité, son propre toucher, son propre rendu, qui permet effectivement de remplacer des matières synthétiques. Donc dans les cosmétiques, il y a une histoire de positionnement matière, d'attrait de cette nouvelle matière comme remplaçant du végétal, mais là encore, ce sont des milliers de pièces. Donc à ce stade, c'est une solution qui fonctionne, c'est une solution qui a des clients récurrents qui passent de nouvelles commandes. Donc on est dans cette étape, en fait, où il va falloir effectivement passer à plus de volume, mais sur des marchés, alors pas de commodité, pas de niche, on va dire entre les deux, très, très, très spécifiques. Peut-être un mot sur les nouvelles celluloses aussi, en ce qui concerne les volumes. C'est vrai que le monde de la cellulose, c'est des centaines de millions de tonnes pour des produits de commodité, comme vous l'avez dit, mais sur tout ce qui est microfibrille de cellulose, il y a eu aussi un gros mouvement. Et aujourd'hui, on se rapproche de 500 000 tonnes produits. Donc on peut les utiliser industriellement. Il y a plusieurs fournisseurs qui nous permettent justement d'obtenir ces nouvelles propriétés. Et on voit bien qu'il y a un gros mouvement avec la cellulose moulée, avec de nouvelles technologies de cellulose moulée sèche par exemple, qui nous permettent d'accélérer aussi les cadences et de se rapprocher un peu plus de la plasturgie. Vous me tendez la perche sur la question du prix de revient de ces matériaux, parce qu'on dit toujours que le plastique est très, très compétitif et c'est compliqué d'avoir des solutions économiquement intéressantes pour les clients qui s'y intéresseraient. Aujourd'hui, comment se positionnent ces produits sur leur prix, en fait? C'est évident qu'aujourd'hui, le produit le moins cher, même s'il subit des fluctuations, c'est le plastique. C'est évident que ça reste un des meilleurs produits aussi en termes de qualité. Ça reste un des meilleurs produits en termes de coût et de rapport coût-performance. Donc c'est toujours difficile de se battre avec ça. Nous, on est à peu près... alors, donner le prix au kilo ne sert pas à grand-chose, mais je veux dire que
Ce qui est important, c'est qu'on a réussi à sortir des produits, là on parle de sacs poubelles par exemple, qui vont sortir avec une qualité vraiment qualité NF, donc pas un produit type compostable qui est assez mou et assez hydrophile. Donc on est vraiment les qualités d'un produit traditionnel. Et là on est, on va dire, 15% moins cher que le leader du marché. Donc ça veut dire qu'on a réussi à se positionner. Sur les emballages comme le slip français par exemple, on les a fait basculer sur des sacs à glissière qui étaient en PVC vers une solution qui utilise notre matière algale. Donc, sincèrement, ils ne nous ont pas communiqué leur prix, mais on leur a fait une offre de prix et ils y ont été directement, ainsi que d'autres qui sont en train de basculer. Donc, on est un peu plus cher, c'est clair, mais on arrive à être compétitif. On peut aussi se mélanger avec du PE recyclé. Qui permet, alors le PE recyclé va devenir plus cher que le PE vierge, donc ça c'est encore une autre histoire, mais on arrive à se positionner, on travaille sur une base amidon, on n'est pas sur des choses hyper sophistiquées, notre savoir-faire il est sur l'enrichissement, sur l'extraction, sur le blanchiment, et puis il faut jouer effectivement sur l'économie d'échelle. On vient de vendre une licence en Indonésie. Donc notre technologie va se développer en Indonésie à partir de 2022-2023, ce qui va nous permettre, enfin en tout cas pour certains, d'avoir aussi cette économie d'échelle. Nous, on essaye de rester franco-français, bien sûr. En Indonésie, c'est une information que je n'avais pas. Vous travaillerez sur la même espèce de macroalgue ou ça sera une macroalgue locale? Non, c'est les mêmes macroalgues. Il se trouve qu'un de nos actionnaires, qui s'appelle Indorama Venture, est le numéro 1 du PET. Et donc, par voie de conséquence, on a une grande porte ouverte, même si ce n'était pas notre stratégie initiale. Voilà, quelquefois, on ne peut pas toujours dire non, quoi. Réagir sur la partie prix? Oui, alors la partie prix pour une approche 100% végétale cultivée, c'est effectivement un frein majeur. L'avantage, c'est que c'est une solution qui est accessible pour de faibles ou moyens volumes, avec des tickets d'entrée en investissement qui sont très faibles. D'où l'exemple que je prenais tout à l'heure d'un gros industriel qui, entre la suppression du polystyrène, la cale carton et la cellulose, quand il s'agit d'avoir des formes précises, une protection très efficace, eh bien, peut accepter ce genre de surcoût. C'est aussi une solution qui philosophiquement, et on n'est pas forcément là pour faire ça, mais enfin, ça compte à un moment donné sur les choix de société. Elle paye tout son coût à la nature, puisqu'il n'y a pas de coût caché. Il n'y a pas de petites billes qui partent dans la mer, tout se composte, tout se fait avec un minimum d'énergie. Le déchet, dès qu'il retourne à la terre, il vient l'enrichir. Donc c'est une solution aussi qui porte tous ses coûts sur elle, et qui ne reporte pas une partie des coûts sur le futur. Mais de toute façon, le prix aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu du projet et des mois qui viennent, c'est que maintenant que certains clients ont goûté à la solution, l'ont intégré dans leur portefeuille de solutions, c'est comment effectivement arriver à trouver ce bon positionnement, parce que ça a beau avoir plein de vertus, à un moment donné, il y a quand même un modèle économique à respecter, même si on peut des fois pousser un peu les bornes. Il faut quand même se placer dans la vie économique du système. Oui, puis c'est vrai qu'il y a aussi l'évolution de la société, les choix des consommateurs et la législation qui arrive, notamment sur cette directive Single Use Plastic, où on n'aura pas trop le choix et il va falloir avancer. Et pour nous, c'est très important de se dire, on a des matériaux qui sont vertueux pour l'environnement, il va falloir leur apporter toutes les propriétés nécessaires, mécaniques, barrières, toutes les propriétés qui existent et qui sont parfaites grâce au plastique, mais aussi réfléchir au coût et à la cadence et au procédé. Donc vous avez raison, ça restera aussi un challenge important pour trouver les nouvelles solutions dans le domaine, notamment dans celui qui me concerne, qui est de la cellulose, alors que la cellulose, depuis longtemps, est quand même un matériau qui est peu cher, qui peut être en concurrence assez facile avec le plastique, mais qui va, dès qu'on va passer en forme 3D, justement avoir un coût un peu plus élevé.
Alors, c'est une autre grande question qui revient souvent sur le salon, c'est la consommation énergétique et l'empreinte de tous ces process, quel que soit le matériau utilisé. Quid de ce biomatériau? Est-ce que vous travaillez également, vous en avez parlé dans votre présentation, mais sur une empreinte la plus faible possible dans le process d'obtention de vos biomatériaux? Oui, de notre côté, c'est vrai que la partie éco-conception est partie prenante du projet. Donc, pour chacune des preuves de concept, tous les ans, on va essayer de proposer 8 preuves de concept, mais avec, bien sûr, cette analyse de cycle de vie qui est maintenant indispensable pour voir comment on se positionne, pour mieux comprendre aussi là où on va pouvoir améliorer les procédés et obtenir les meilleures solutions. Oui, c'est un enjeu évident. Nous, on a, pareil, ACV, on l'a fait avant, tout au début, au niveau du pilote. On a essayé, sur ce pilote-là, justement, encore une fois, on ne l'a pas fait spontanément. L'ADEME nous a poussé à le faire et ils ont bien fait. On y était conscient aussi qu'il fallait le faire. Mais effectivement, on a travaillé beaucoup sur l'aspect énergétique, sur l'aspect analyse cycle de vie, vraiment de A jusqu'à Z. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a encore des progrès à faire. Encore une fois, le passage de pilote de quelques centaines de tonnes à quelques milliers de tonnes, il y a forcément des enjeux de passage à l'échelle. Il y a des solutions techniques qu'on a aujourd'hui évaluées, qu'on va faire bouger. Pas tellement sur la culture, parce que là, on est assez optimisé, mais sur les parties transformation, sur la partie séchage des algues, par exemple. Il se trouve que là, on va s'installer sur un terrain d'une centaine d'hectares et que à 20 mètres de nous, on a un champ photovoltaïque qui va pousser. Et donc, voilà, quelquefois, il y a des trucs, il y a des planètes qui s'alignent bien. Il se trouve qu'elles s'alignent pas mal sur cette installation-là. Et donc, c'est la propriétaire qui a le terrain a aussi déposé des permis de construire pour des champs photovoltaïques. Donc, franchement, je pense qu'on devrait avoir un bilan énergétique qui va être pas mal du tout, quoi. Concernant cette solution d'emballage cultivé, bon, vous l'avez compris, c'est la matière qui travaille elle-même, donc il n'y a pas de consommation d'énergie dans cette étape-là. La seule étape, c'est la déshydratation. Et ensuite, finalement, c'est un matériau qui apporte énormément de bénéfices, sans externalité ou négative. Ce qui reste ensuite, c'est le transport, évidemment. On transport des fibres à l'aller et puis dispatching des produits finis. Et donc le modèle économique à terme d'une solution comme celle-là, puisque toute l'engineering est dans le mélange, mais que la mise en œuvre est low-tech, la logique est plutôt un travail en réseau avec des unités locales qui soient capables d'utiliser des fibres locales, puisqu'on peut utiliser pas mal de coproduits agricoles différents, donc ce qui permet de limiter le transport des intrants et d'être plus proche, on va dire, des clients. Je pense que cette solution telle qu'elle est aujourd'hui, en termes d'empreinte environnementale, même si je ne l'ai pas rationalisée dans une analyse de cycle de vie, je vois les moyens que je mets en œuvre pour faire les milliers de pièces que je produis. Je crois que c'est plutôt une des très grandes forces de cette solution. Alors, l'idée des biomatériaux, vous allez me contredire si j'ai faux, mais j'imagine que les marques qui s'approchent de vos matériaux, c'est vraiment de diminuer l'empreinte environnementale par rapport à un sourcing fossile. Quid de la fin de vie de ces matériaux? Parce qu'on a souvent des exemples de biomatériaux qui vont qui vont parasiter un peu les flux de tri et de recyclage. Il y a Citeo ou d'autres qui vont se plaindre justement de ces biomatériaux. Voilà. Qu'en est-il de cette fin de vie, recyclabilité, des tests ont-ils été effectués? Alors, si vous voulez, je vais reprendre un commentaire qui a été fait tout à l'heure sur les produits grand public que j'ai pu lancer récemment et notamment dans les cosmétiques. Le retour le plus positif, c'est finalement la grande marque qui a accepté de prendre le risque et de se jeter à l'eau. Et puis les volumes qui finalement ont augmenté. Alors certes, à l'échelle de toutes ces machines qui travaillent à grande cadence derrière vous, ça reste des volumes modestes. Mais en tout cas, ces volumes qui ont augmenté de façon graduelle et permanente parce que le consommateur final
a acheté la solution et qu'aujourd'hui, dans cette société, ça y est, ils sont accros parce que c'est le consommateur final qui l'a validé. Donc ça, je crois que c'est aussi un élément essentiel dans le changement, parce que c'est le consommateur aussi qui a quand même son propre raisonnement et sa propre compréhension qui le valide. Et là, en l'occurrence, s'agissant de ma matière, c'est 100% végétal. Donc, où l'objet vous plaît et vous l'utilisez comme boîte à tout et vous lui donnez une seconde vie, et puis quand vous en avez marre, vous le mettez dans le compost. Alors on va me dire, tout le monde n'habite pas à la campagne. Alors j'ai pris conscience de ça récemment, effectivement, qu'il y a des gens qui habitaient en ville. Donc pour ceux qui habitent en ville, il y a le composteur quelquefois de quartier. Et je dirais après, au pire, ça va être la poubelle alimentaire. Ça ne lui fera pas de mal. Il n'y aura que le bénéfice amont, c'est-à-dire tout l'aspect vertueux d'obtention de la matière. Et puis après, ça ira dans la poubelle alimentaire et tant pis. Mais celui qui même habiterait en ville pourrait même pousser le bouchon à, comment dirais-je, casser le matériau et à le mettre dans son ficus. Ça lui fera que du bien. Voilà, donc c'est tellement... De notre côté, c'est vrai que le mot recyclable revient beaucoup dans la chaire. Donc, on a mis en place les méthodes pour pouvoir mesurer cette recyclabilité selon les normes actuelles. Aujourd'hui, en Europe, on essaye d'uniformiser ces méthodes. C'est très important. Et c'est vrai que c'est un challenge parce que comment obtenir des propriétés parfaites tout en gardant la recyclabilité, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais on commence juste et ça nous semble très important d'avoir cet aspect à la fois bioéconomie et économie circulaire avec les solutions que l'on proposera. Nous, quand on a démarré Ranova en 2016, je veux dire, ça a été une vraie question, qu'est-ce qu'on fait et quel type de produit on sort. Aujourd'hui, on sait fabriquer des produits compostables. On a validé la norme de compostage domestique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les formulations sont connues. Ça fait 15 ans qu'existent des produits compostables sur le marché. On remplace l'amidon de maïs par de l'amidon de l'amidon d'algues. On mélange ça avec du PBS ou du PBAT et on a un produit compostable. Donc ça, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui pèsent sur les compostables. Ils vont vraiment être orientés, semble-t-il, vers la filière biodéchets et le ramassage des biodéchets. Donc aujourd'hui, nous, on sait faire ça. On a choisi une autre option qui est celle de limiter le taux de biosourcés à 25-30%, mais de rester compatible, de les plastifier et de rester compatible avec la filière PE ou PP traditionnelle. On a aujourd'hui fait des essais, encore une fois, en amont. Il y a aujourd'hui près de 30 organismes qui certifient la recyclabilité des matériaux. C'est une jungle, c'est un bazar sans nom. Tout le monde peut trouver quelqu'un qui va justifier que son truc est recyclable ou pas, s'il arrive à trouver le bon labo. Peut-être qu'un jour ça va s'arranger, sûrement. Donc nous on a pris une démarche très simple. On a été sur un cri de polymère, on a pris notre produit, on l'a intégré dans une filière avec du PE à 10, à 20, à 30, à 40, 50%. On a sorti des produits, on a vérifié que techniquement quelles étaient les variations mécaniques et on a soumis ça à l'ADEME pour leur demander leur avis. Et donc aujourd'hui on dit oui, on est recyclable. Alors après on n'est pas passé aujourd'hui par Recyclase, par le Cotrep et autres. On ira, mais aujourd'hui, on a vraiment fait une démarche très, très pragmatique. Alors on fait signe qu'on va bientôt devoir terminer. Une dernière petite question qu'on n'avait pas prévue, mais sur le réemploi. On voit beaucoup sur le salon d'emballage réemployable. Je voulais savoir comment les biomatériaux pourraient se positionner sur des solutions réemployables aujourd'hui. Nous, pardon, je continue, allez, sur celui-là. Écoutez, à partir du moment où on a plastifié de l'amidon, ça veut dire qu'on est contact alimentaire, on a exactement les mêmes caractéristiques qu'un plastique traditionnel. Ici, ça c'est un pot en polypro et qui a 30% d'algues. Il est incontestablement réutilisable. Il est biomatériau, il a du végétal, mais il est réutilisable au même titre. Encore une fois, je pense que ceux qui sont réutilisables, dès que vous rentrez dans un produit qui est compostable, le produit, par définition, il est hydrolysable, il est hydrophile, il est sensible à l'humidité, il est sensible à la chaleur et la réutilisation devient ultra compliquée. Sur les autres produits, biomatériaux, pas biomatériaux, s'il n'est pas hydrolysable, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être réemployable. En ce qui concerne la cellulose, c'est assez difficile de la passer dans le
le lave-vaisselle. Donc c'est une vraie question, c'est une vraie demande également. Aujourd'hui, dans le réemploi, on utilise des matériaux plutôt lourds qui sont le verre, les métaux. Et aujourd'hui, on a lancé une veille technologique sur cette stratégie et un petit projet pour essayer de voir quelles pourraient être les solutions pour complètement protéger la cellulose, garder le côté léger, piège la CO2 et la bonne empreinte carbone, mais favoriser le réemploi. D'autres personnes ont choisi aussi la stratégie des biocomposites et d'étudier comment se passent les biocomposites lors des différents lavages. Mais c'est vrai que le réemploi est une solution aussi importante dans l'emballage dans l'avenir en France. Dans ma solution, vous avez compris, qui est radicalement végétale, la notion de réemploi, c'est plutôt une notion de potentiel de deuxième vie, mais qui passe par l'éco-conception, c'est-à-dire comment je conçois un emballage que le client pourra éventuellement détourner pour un autre usage personnel, mais dans une solution qui est... Donc c'est plutôt l'éco-conception, là, la réponse. Parce que dans une solution qui est aussi végétale que celle-là, on ne peut pas imaginer la faire retourner dans un cycle ou quoi que ce soit. C'est une solution qui est faite donc, pour avoir une deuxième vie si le design le permet, ou pour amener un compost, c'est-à-dire être dans une philosophie complètement différente, c'est-à-dire un très bon compost rapidement et sans se compliquer la vie. Donc là, c'est une démarche vraiment végétale qui est en jeu. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour cette table ronde. Je vais me retourner vers la salle et voir s'il y a des questions éventuellement avant de conclure. Nous vous avons assommé. C'est la fin de la journée. Non, on a été super bon. Voilà, très clair. C'est vachement clair. Bon, écoutez, moi j'ai une dernière petite question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que vous voyez l'emballage de demain, l'emballage du futur? On a vu sur la Fashion Week, je ne sais pas si vous l'avez vu, la robe sprayable sur le mannequin. Est-ce que ça, on pourrait imaginer, pourquoi pas, un emballage sur mesure qu'on pourrait sprayer? Je crois que DS Smith a sorti sa vision du futur de l'emballage récemment. Voilà, quelle serait un peu l'innovation rupturiste pour l'emballage et les voies à venir? C'est une grande question de conclusion. L'emballage du futur, c'est celui qui coûte rien, qui consomme rien, qui ne procure pas de déchets, donc il va pas être simple à trouver. Sur le produit sprayable, nous on l'a fait, on a un produit aujourd'hui, ça se fait assez facilement avec les algues. Les alginates par exemple sont sprayables et peuvent être dissoutes, pardon même. C'est l'assemblée, ouais, dissoute. Je ne sais pas ce que c'est l'emballage de demain. Je crois qu'il est... J'en sais rien, il est pas né. Ça fait 50 ans qu'on utilise le plastique, qu'il évolue. C'est pas aujourd'hui parce qu'on a décidé qu'il fallait le supprimer qu'on va vraiment passer à quelque chose de magique du jour au lendemain, je pense. Non, oui, ce sera difficile de trouver la solution parfaite et il est vrai qu'il n'y en aura sûrement pas une seule. Il faudra sûrement combiner les technologies et peut-être la solution parfaite, c'est la combinaison de nos 3 technologies pour un emballage de demain. L'idée de sprayer, de faire ces emballages comestibles se développe à nouveau. Il y avait eu un grand boom dans les années 2000 et ça revient avec des entreprises, notamment dans les algues comme Notre Plat, qui proposent ce genre de système. En fait, ce côté emballage comestible peut nous aider aussi à faire ce qu'on appelle un barrier shift, c'est-à-dire faire une première protection de l'aliment et ensuite l'emballage qu'on va utiliser tout autour sera plus simple à faire. Il y a déjà des brevets sur ces thématiques-là dans l'industrie alimentaire. Donc on va prendre un produit qui est déjà très gras, le protéger avec notre emballage comestible qui sera invisible pour le consommateur et ainsi on va pouvoir l'emballer dans un emballage un peu plus simple, facile à recycler et biodégradable de préférence. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence et ces échanges. Et écoutez, je vous remercie également pour votre écoute et votre attention. Merci, au revoir. Merci.